Vous voyez cette boîte? À votre avis, il y a quoi dedans? Des jouets, des habits, un cadavre? C'est vrai que sur cette chaîne, il y a pas mal de chances pour que ce soit cette dernière option. Mais pas là. En tout cas, pas dans la boîte. Ah, bon, ça va alors. En fait, pas vraiment. Parce qu'il y a bien quelqu'un là-dedans. Et qui est mal en point, mais justement, cette personne s'apprête à faire quelque chose de dingue. Et ça va changer la vie de beaucoup de personnes, alors accrochez-vous. Salut, c'est le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle et j'ai une question. Si j'ouvre ton historique internet, j'y trouve quoi? Ouh, là il y en a plus d'un qui a eu des sueurs froides. Pourquoi tu regardes des trucs comme ça sur internet? Alors bon, moi je peux pas voir directement ton historique de barjo, mais il y en a qui peuvent. Et c'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost, c'est une excellente solution pour te protéger, et c'est validé par plus de 38 millions d'utilisateurs et plus de 20 000 personnes qui ont noté ce VPN comme excellent sur Trustpilot, avec une note quasi parfaite. À force, tu le sais, ça fait plus de 3 ans que CyberGhost protège mon historique de timbré. Oui, j'ai déjà recherché chat tueur, et alors, j'aime les chats. Bref, un VPN c'est essentiel pour protéger ta vie privée numérique parce que de base tu n'es pas protégé même en mode incognito. Ton fournisseur d'accès internet, le service informatique de ton école ou ton entreprise, le routeur Wi-Fi de ton domicile et même les sites web que tu visites savent toujours qui tu es et suivent tes moindres faits et gestes. Et si tu vas sur un réseau Wi-Fi public, ce sont tes mots de passe, tes coordonnées bancaires, toutes tes infos personnelles que tu proposes en petites friandises aux hackers. Le bouclier à ces intrusions dans ta vie privée, c'est CyberGhost VPN. Ce VPN crypte et redirige 100% de ton trafic via des serveurs sécurisés. Et comme ça, hop, personne ne sait rien de ton activité en ligne. Entre nous, c'est peut-être mieux. Ça se fait en 2 clics et CyberGhost possède 11 000 serveurs dans plus de 100 pays prêts à répondre à tous tes besoins. Avec CyberGhost, tu peux changer ta localisation, tu peux aussi débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime et plein d'autres encore. Mais si t'aimes les animés, les films ou même le sport avec les mecs qui se jettent dans le vide en ski là, t'auras plus aucun programme géorestreint. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour toi. Et oui, tu peux partager ton abonnement avec du monde. Ne rate surtout pas l'offre exclusive pour toi avec le lien dans ma description. 83% de réduction immédiate et 4 mois gratuits pour un abonnement qui revient à 2,03€ par mois. En plus, c'est sans risque vu qu'il y a une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Protège-toi maintenant avec mon lien en description. Allez, on commence. À 18 ans, la vie paraît pleine de possibles. L'adolescence laisse enfin place à l'âge adulte, sans vraiment qu'on sache comment on a franchi cette frontière. C'est une époque où l'insouciance flirte avec la découverte. Alors on savoure ses premières libertés, on expérimente, on s'épanouit, on se laisse emporter par des promesses d'avenir. On se croit invincible, on pense que le monde est à nos pieds et que rien ne pourrait vraiment briser cette jeunesse fragile, et pourtant si forte. Mais il suffit parfois d'un instant pour que cette certitude vacille. C'est ce que s'apprête malheureusement à découvrir Brooke Weber, une jeune Texane résidant à Houston, qui a justement 18 ans à l'été 1996. Aux alentours du 8 août, sa vie bascule pour la première fois. Ce jour-là, Brooke se met en couple avec Jeffrey Wolf, un jeune homme de 21 ans qu'elle connaît depuis quelques semaines. Son père, Pascal, a fait ce qu'il pouvait pour l'élever correctement en l'absence de sa mère, mais il a vite pris son propre chemin. Un chemin dangereux. Quand Brooke fait sa connaissance, Jeffrey a déjà une belle voiture pour son âge, et il semble avoir pas mal d'argent. Il reste vague concernant son activité professionnelle, et elle ne cherche pas forcément à creuser la question. Le 10 août, soit 2 jours seulement après le début de leur relation, Jeffrey présente Brooke à Pascal. C'est manifestement important pour lui. Il veut que son père rencontre cette jolie fille qui l'a charmé au plus vite. Direction le Mississippi. Et plus précisément Moss Point, une petite ville de la côte du Golfe à environ 550 km de Houston. Jeffrey ne dit pas grand-chose à Brooke, juste qu'il doit aller récupérer de l'argent qu'on lui doit. Une simple affaire à régler, rien de bien compliqué. Ouais, peut-être c'est pas compliqué mais c'est bizarre. Une fois qu'il aura fait ça, ils iront passer quelques jours en amoureux à la Nouvelle-Orléans, des vacances romantiques pour fêter leur rencontre. Brooke dit évidemment oui sans hésiter un instant. Après tout, ce n'est qu'un voyage avec son nouveau petit ami. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ah, justement, on y arrive. Encore une fois, elle pose pas de questions sur cette fameuse dette, parce qu'elle fait confiance à Jeffrey. C'est vrai qu'ils se connaissent depuis peu, mais elle se sent déjà très bien avec lui. En sécurité. Ce qu'elle ignore complètement, c'est la véritable nature des activités de Jeffrey, parce qu'il s'avère que ses affaires n'ont rien d'ordinaire. Il vend de la marijuana,
Et c'est pas un petit dealer de quartier qui refile quelques grammes à des copains de temps en temps. Non, on peut dire que Jeffrey est un gros poisson, étant donné qu'il fournit de la drogue à des revendeurs issus de tout le sud des États-Unis. Il y en a à Houston, bien sûr, mais aussi dans le Mississippi, en Louisiane et dans l'Alabama. Son réseau s'étend sur plusieurs États. Alors forcément, l'argent rentre bien, très bien même. C'est pour ça qu'il peut se permettre d'avoir une belle voiture, des vêtements de marque et d'aller manger dans des restaurants de luxe. Jeffrey fait partie de ces revendeurs de drogue qui gèrent leur activité illégale comme une véritable entreprise. Il a ses fournisseurs, ses clients et ses circuits de distribution. Il voyage régulièrement pour rencontrer ses contacts, livrer la marchandise et récupérer les paiements. On est sûr qu'il vient pas de Marseille, Jeffrey? C'est peut-être lui qui remet des glaçons d'ailleurs. Bon, la plupart du temps, tout se passe bien et les affaires tournent, donc tout le monde est content. Mais dans ce milieu, il n'y a pas que des anges. Alors parfois il y a des accros, notamment quand les clients ne paient pas la marchandise qu'ils ont pourtant revendue à d'autres. Et c'est exactement ce qui se passe avec Gary Simmons et Timothy Milano, qui est d'ailleurs un ami de Jeffrey. Ces deux-là, respectivement âgés de 33 et 19 ans, lui doivent de l'argent depuis un moment maintenant. Beaucoup d'argent, entre 12 000 et 20 000 dollars. Ça dépend des sources. Mais dans les deux cas, c'est une somme considérable en 1996. Jeffrey a d'abord essayé de régler ça à distance, par téléphone. Il a appelé ses clients pour leur demander de payer. D'abord poliment, puis de manière beaucoup plus ferme. Mais rien n'y fait. Gary et Timothy n'ont fait que lui répéter qu'ils allaient régler leurs dettes, qu'ils avaient un problème temporaire de trésorerie, et que c'était juste une question de jours. Seulement, les semaines sont passées, et Jeffrey a pas vu la couleur de l'argent promis. Il a alors commencé à s'impatienter, parce qu'il ne sait que trop bien qu'il ne peut pas se permettre de se laisser marcher sur les pieds dans ce milieu. S'il ne prend pas très vite des mesures concrètes, il va perdre sa crédibilité. Et la perdre quand on fait du trafic de drogue, c'est aussi synonyme de grosse perte d'argent, voire de danger. C'est pour cette raison que Jeffrey a décidé d'aller voir Gary et Timothy en personne. Face à face, les problèmes se règlent toujours mieux. Jeffrey et Brooke prennent donc la route le 11 août 1996, en fin de matinée. La jeune femme a préparé un petit pactage pour quelques jours, et elle a mis 200 $ en liquide dans son sac à main, de l'argent de poche pour le voyage. Elle est super excitée à l'idée de découvrir la Nouvelle-Orléans avec son compagnon. Mais Jeffrey, lui, est concentré sur ce qu'il doit faire à Moss Point, c'est-à-dire récupérer son argent, vite fait, bien fait. Le trajet dure environ 6 heures. Il traverse l'est du Texas, puis entre en Louisiane, avant de piquer vers le sud en direction de la côte du Mississippi. Le paysage change progressivement, et les grandes étendues texanes laissent place aux bayous de Louisiane, puis aux plages et aux casinos de la côte du Golfe. Ils arrivent à Moss Point dans la matinée. C'est une petite ville tranquille d'environ 20 000 habitants, située au nord de la frontière entre le Mississippi et l'Alabama. Une fois sur place, le couple s'installe au King's Inn Hotel, un motel modeste mais propre. En début d'après-midi, Jeffrey laisse Brooke, fatigué par le voyage, se reposer dans leur chambre et part rencontrer Sonny Milano. Sonny, c'est le frère de Timothy, l'un des deux hommes qui lui doivent de l'argent. Il travaille dans un magasin de pneus local et Jeffrey l'a déjà rencontré lors de précédents voyages dans la région. Les deux hommes discutent un moment. Jeffrey explique qu'il est là pour récupérer ce qu'on lui doit. Sonny comprend. Il connaît la situation et propose qu'ils dînent tous ensemble le lendemain soir avec leurs petites amies, histoire de faire connaissance. Jeffrey accepte, et le 12 août, en fin d'après-midi, Sonny et sa copine passent les prendre, Brooke et lui, comme convenu. Les 4 jeunes décident d'aller manger au Shoney's, un restaurant familial de la région, le genre d'endroit où l'on sert des burgers, des steaks et des frites. Bon, en somme, rien d'extraordinaire, mais c'est convivial. Durant le dîner, l'ambiance est bonne. Brooke fait connaissance avec Sonny et sa petite amie. Ils parlent de Houston, du Texas et de la côte du Golfe. Pour elle, c'est juste un dîner sympathique avec des connaissances de son compagnon. En tout cas, jusqu'à ce que la conversation dévie vers un sujet complètement différent. Jeffrey demande à Sonny s'il compte aller chez Gary ce soir. Une question qui plaît pas à sa copine, visiblement, qui proteste immédiatement. Contrarié. En réponse, l'homme fait comprendre à tout le monde qu'il n'ira pas. Après le repas, chaque couple repart de son côté. Jeffrey retourne à l'hôtel avec Brooke, mais il n'arrive pas à lâcher l'affaire. Il veut son argent. Alors il décide d'aller chez Gary malgré l'heure tardive. Le couple prend la route et se dirige vers sa maison. Il réside dans une petite maison isolée, située à quelques kilomètres au sud-ouest de Moss Point. Une baraque simple, un peu délabrée et entourée d'arbres. Quand ils arrivent, la maison est plongée dans le noir complet. L'intérieur n'est pas éclairé et il n'y a pas de voiture. Gary n'est pas là. Brooke est presque soulagée, parce qu'elle est épuisée et veut juste dormir. Ils repartent donc vers l'hôtel et en chemin, Jeffrey s'arrête acheter des cigarettes et une boisson. De retour dans leur chambre, ils essaient de se détendre, mais le jeune homme n'y arrive toujours pas, tournant inlassablement en rond.
Jeffrey est frustré et agacé. Alors pour tuer le temps, le couple va faire un tour au Walmart local, puis retourne chez Gary, au cas où il serait rentré chez lui. Sauf qu'encore une fois, il n'y a personne. Et il est maintenant presque 22h. Jeffrey retourne à l'hôtel, déçu. Mais pendant que Brooke sort fumer une cigarette devant leur chambre, le téléphone sonne. Le coup de fil, c'est Sonny qui le passe depuis chez Gary, affirmant qu'il est là et qu'il peut passer. Jeffrey est surpris d'apprendre qu'il y est finalement, mais quand il raccroche, il se tourne vers Brooke pour lui dire qu'il faut y retourner. Elle soupire, parce qu'elle a vraiment pas envie de le suivre, mais monte quand même dans la voiture. Ils roulent en pleine nuit sur les routes désertes du Mississippi. Et c'est minuit passé quand ils arrivent enfin devant la maison de Gary. Cette fois, il y a de la lumière à l'intérieur. Gary attendait l'arrivée de Jeffrey et Brooke, assis sur les marches de son Porsche qui, lui, n'est pas éclairé. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais si la copine de Sonny a râlé quand il lui a dit qu'il comptait y passer, c'est pas pour rien. Elle devait sûrement savoir que le copain était ravagé du ciboulot. Mais ne mettons pas la charrue avant les cadavres, et pour comprendre qui est vraiment Gary Simmons, et si on peut lui faire confiance, faut revenir en arrière. Gary Carl Simmons Jr. est né en 1962, et pour les habitants de Moss Point, c'est un homme ordinaire. Il travaille comme boucher dans un supermarché local, le Wayne Lee's Grocery. Ça y est, je lui fais plus confiance. Chaque jour, Gary enfile son tablier blanc, prend ses couteaux professionnels et découpe de la viande. Du bœuf, du porc, du poulet. Il fait ça depuis des années et il est doué. Gary connaît l'anatomie animale par cœur. Il sait exactement où couper, comment séparer les os des muscles et désosser proprement n'importe quelle carcasse. Ses collègues pensent qu'il est un peu bizarre, mais personne ne le croit méchant. Parfois, on le voit aiguiser ses couteaux pendant des heures, avec une concentration presque malsaine. Peu avant le jour de l'arrivée de Jeffrey, Charles Jenkins, l'un de ses collègues, remarque qu'il les emballe soigneusement dans un chiffon pour partir avec. Et quand il demande à Gary pourquoi il emporte ses couteaux de boucher chez lui, ce dernier répond avec un sourire étrange qu'il doit peut-être écorcher quelque chose. Probablement mal à l'aise, Charles ne pose pas plus de questions. Pourtant, je suis à peu près sûr que s'il y a un moment où faut en poser, c'est là. Mais bon, au-delà de son travail, Gary a longtemps affiché l'image du père de famille américain classique. Il a été marié à une dénommée Laurie pendant 6 ans, une femme qui avait déjà 2 enfants quand elle l'a rencontré. Le couple a ensuite eu 2 filles ensemble. Leur union a fait de Timothy Milano le beau-frère de Gary, étant donné qu'il est le frère de son épouse. Le père de famille allait à l'église le dimanche, saluer poliment ses voisins, participer aux événements de la communauté. De l'extérieur, tout semblait normal. Mais dans l'intimité, c'était autre chose. Parce que Laurie vivait un véritable enfer au quotidien. Gary est un homme extrêmement violent. Et c'est peu après leur mariage qu'il a commencé à battre sa femme. Au début, c'était des gifles, des insultes ou des humiliations. Puis les coups sont devenus plus violents, plus fréquents. Gary frappait Laurie pour n'importe quelle raison. Un repas pas assez chaud, une remarque qui lui déplaisait, un regard de travers. Parfois, il la battait juste parce qu'il avait envie. Pour ne pas être frappé à nouveau, Laurie marchait constamment sur des œufs, apprenant à anticiper les colères de Gary et à se faire toute petite. Mais rien n'y faisait. Il trouvait toujours une raison pour pouvoir recommencer. Et c'était pas seulement elle qui souffrait. Gary s'en prenait aussi aux 2 enfants de Laurie dont il n'était pas le père. Des années durant, il leur a infligé des abus physiques et psychologiques qui les ont traumatisés. Ce qui lui a d'ailleurs valu une interdiction de résider sous le même toit qu'eux. Personne dans la communauté ne savait vraiment ce qui se passait. Laurie cachait ses bleus sous des manches longues. Elle souriait en public et jouait à la perfection le rôle d'épouse dévouée du boucher respectable. Pendant 6 ans, elle a enduré cette violence. 6 ans de coups, de cris et de menaces. Jusqu'au jour où elle a compris qu'elle devait partir. Et que si elle restait un jour de plus, Gary finirait par commettre l'irréparable. Alors Laurie a fait ses valises en secret et elle a embarqué ses 4 enfants avec elle, sans laisser d'adresse ou dire au revoir. Elle s'est enfuie et a changé de ville, terrifiée à l'idée que Gary la retrouve. Depuis ce jour, il vit seul dans cette maison. Sa femme et ses filles sont partis. Gary est amer, en colère contre le monde entier. Il se sent trahi, abandonné. Et pour couronner le tout, il est en difficulté financière. Sans le salaire de Laurie, il peine à joindre les 2 bouts. C'est d'ailleurs pour arrondir les fins de mois qu'il s'est lancé dans le trafic de marijuana avec Tommy. Mais bon, les 2 hommes sont pas vraiment des dealers très fiables. Parce que s'ils ont effectivement acheté de la marchandise à Jeffrey à crédit, ils ont tout revendu et ne se sont pas privés pour dépenser l'intégralité de l'argent récolté, y compris la part destinée à leurs fournisseurs. Résultat, ils ont plus la drogue et l'argent a disparu lui aussi. Sauf que maintenant, Jeffrey est là pour récupérer son dû. Mais ce que personne ne sait, c'est que depuis le départ de Laurie, Gary a franchi un cap. Les fantasmes violents qu'il nourrissait depuis des années sont devenus une obsession. Il ne veut plus seulement battre une femme,
Il veut en posséder une complètement, la contrôler, la dominer, en faire son jouet sexuel. Et pour ça, Gary a mis quelque chose de côté. Dans sa maison, cachée quelque part, il y a une boîte métallique, assez grande pour contenir un corps humain et assez solide pour empêcher quelqu'un de s'échapper. Gary attend juste la bonne occasion, ou plutôt la bonne victime. Et ce soir du 11 août, il vient de la trouver. Une fois Jeffrey et Brooke arrivés, il les accueille avec un sourire et propose quelque chose à boire. A priori, il est seul. Sonny est déjà parti. Brooke trouve Gary flippant, et a raison, parce qu'il essaie d'instaurer une ambiance amicale qui n'a rien de sincère. Il propose à Jeffrey et sa compagne d'aller à la cuisine et de rouler un joint. C'est elle qui s'y colle, tandis que les deux hommes discutent de l'autre côté du bar. Brooke est concentrée sur ce qu'elle fait. Elle les regarde donc pas plus longtemps que ça et garde la tête baissée. Elle écoute pas leur conversation, mais elle n'entend aucun cri. Jeffrey et Gary n'ont pas l'air de se disputer. Et la conversation suit son cours, quand soudain, 7 coups de feu retentissent dans la pièce. Quand Brooke relève la tête, choquée par ces bruits assourdissants, elle voit Jeffrey tomber et une mare de sang se former autour de lui. Timothy, dont elle ignorait la présence jusque-là, est debout juste derrière lui, une carabine de calibre 22 en main. Gary se tourne alors vers Brooke et son regard a changé. Il l'observe à présent comme un prédateur sur le point de capturer sa proie. L'homme fait immédiatement le tour du bar, l'attrape violemment, lui met une main sur la bouche pour l'empêcher de crier et la traîne vers une pièce à l'arrière de la maison. Brooke se débat mais Gary est beaucoup plus fort qu'elle. C'est peine perdue. Il ligote ensuite ses mains dans son dos avec des attaches plastiques, puis ses pieds, afin de l'immobiliser complètement. Après ça, Gary soulève Brooke comme si elle ne pesait rien, et il ouvre quelque chose. Sa victime met quelques secondes à comprendre ce que c'est. Une boîte. Une grande boîte métallique ressemblant à un conteneur de stockage de surplus militaire. Gary jette Brooke dedans. Elle tombe lourdement au fond. Et avant qu'elle n'ait le temps de réagir, il referme le couvercle, avant de le cadenasser. La jeune femme se retrouve dans le noir complet, recroquevillée dans cette boîte, mains et pieds liés. Elle entend les pas de Gary qui s'éloignent, puis des voix. Gary et Timothy discutent. Brooke essaie de respirer calmement, mais elle panique. C'est sûr, Jeffrey est mort. Elle a vu le sang et son corps inanimé au sol. Et maintenant, c'est son tour. Elle vit sûrement ses dernières heures. Personne ne sait où elle est, donc elle ne peut espérer aucune aide. Brooke est persuadée qu'elle va mourir dans cette boîte, dans une maison perdue au milieu de nulle part, et que son corps ne sera jamais retrouvé. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est que Gary a d'autres plans, et ils sont absolument effrayants. Au bout de ce qui lui semble être une éternité, Brooke entend quelqu'un entrer dans la pièce, et le couvercle de la boîte s'ouvre. La lumière l'aveugle. C'est Gary, qui l'attrape par le bras et la sort brutalement de là. Brooke essaie de se débattre, mais avec les mains attachées dans le dos, elle peut rien faire. Gary la jette alors sur le sol de la pièce, commence à défaire les liens qui retiennent ses pieds, puis à lui retirer ses vêtements, un par un. Calmement, il lui dit que sa survie dépendra de ses performances sexuelles. La jeune femme hurle à plein poumon, elle le supplie d'arrêter, mais il ne dit rien. Et quand elle est complètement nue, Gary lui arrache aussi ses bijoux, avant de la violer. Une fois son acte immonde commis, il se tourne vers Timothy et lui propose d'agresser Brooke, à son tour. Il veut la lui offrir comme un cadeau, un jouet qu'on partage, mais il refuse. Timothy a tué Jeffrey de sang-froid, mais hors de question de s'acharner sur Brooke. L'un des rares moments de soulagement de cette nuit de cauchemar pour elle. Donc après l'avoir agressée, Gary remet sa victime dans la boîte métallique, referme le couvercle et la plonge à nouveau dans le noir. Brooke entend le bruit du cadenas qui se ferme. Maintenant, en plus d'être prisonnière, elle est nue, blessée et se sent profondément humiliée. Mais pour l'instant, elle est vivante. C'est à ce moment que Gary commence son véritable travail. Le travail pour lequel il est qualifié. Celui qu'il pratique depuis des années au supermarché. Découper de la viande. Gary traîne le corps de Jeffrey dans la salle de bain, le soulève et le met dans la baignoire. Puis il commence à le découper professionnellement, comme il le ferait avec un cochon ou un bœuf. Pour ça, il utilise ses couteaux de boucher, ceux qu'il a aiguisés au travail, et aussi un coupe-boulon pour les os. Vous êtes prêts ? Parce que c'est encore une vidéo avec un moment boucherie-charcuterie. Gary tranche la tête, les bras, les jambes et le torse de Jeffrey. Puis il retire les organes internes et les viscères, avant de recouper chaque membre pour en faire de plus petits morceaux. Pendant tout ce temps, Brooke est enfermée dans la boîte, à quelques mètres de là. Dans le noir complet, elle ne comprend pas exactement ce qui se passe. Elle n'entend que des bruits étouffés, des mouvements et de l'eau qui coule. Gary se presse pas, et le démembrement prend des heures. Après ça, il met les quelques 88 morceaux de corps découpés
dans des seaux en plastique. Il nettoie ensuite la baignoire avec de l'eau de javel pour effacer les traces de sang. Gary et Timothy sortent ensuite de la maison avec tous les seaux. Quelques heures plus tôt, le boucher avait emprunté un bateau à un de ses voisins, qu'il avait dit vouloir utiliser pour aller pêcher. Les deux hommes chargent donc les seaux dans l'embarcation. Ils partent sur le bayou qui coule derrière la maison de Gary et qui est infesté d'alligators. Le plan est très simple. Jeter les dizaines de morceaux de corps de Jeffrey dans l'eau et laisser les reptiles faire le reste. Ils pensent que les alligators vont tout dévorer et qu'il ne restera plus aucune trace du meurtre. Gary et Timothy font plusieurs allers-retours sur le bayou pour se débarrasser de l'intégralité des restes de Jeffrey. Puis ils retournent à la maison. C'est déjà quasiment le petit matin. Ils sont épuisés. Gary nettoie une dernière fois la maison. Puis il regarde Timothy. Ils viennent de commettre un meurtre, de démembrer un corps et de jeter les morceaux dans le bayou. Le problème, c'est qu'il y a un témoin et qu'il est enfermé dans une boîte métallique. Une personne qui peut les envoyer en prison pour le reste de leur vie. Ou pire, dans le couloir de la mort. Gary et Timothy discutent un moment à voix basse. Brooke, toujours enfermée dans la boîte, ne comprend pas ce qu'ils disent, mais elle sent que quelque chose est en train de se décider. Quelque chose qui concerne son avenir, ou plutôt le fait qu'elle en ait un ou pas. Mais Gary le sait depuis le départ. Il veut garder Brooke pour la dresser, l'enfermer dans cette boîte chaque fois qu'il partira travailler, et la sortir quand il reviendra. Faire d'elle son esclave, sa chose, dont il pourra abuser à loisir. Gary s'est procuré cette boîte exactement pour ça, capturer une femme et en faire sa prisonnière. Heureusement pour Brooke, il décide visiblement de remettre la prochaine agression qu'il veut lui faire subir à plus tard, étant donné que lui et Timothy quittent la maison. Un départ imprévu qui va donner à la jeune femme une opportunité inespérée. En vérité, Brooke a déjà tenté de s'échapper à plusieurs reprises. La première fois, elle a réussi à se détacher partiellement, mais Gary l'a vue en ouvrant la boîte. C'est à ce moment qu'il l'a déshabillée complètement et l'a agressée avant de la remettre dedans. Brooke est parvenue à se défaire de ses liens une seconde fois, mais là encore, Gary s'en est rendu compte. Elle sait pas combien de temps elle a déjà passé dans cette boîte à prier pour ne pas mourir. Des heures, peut-être toute la nuit. Dans l'obscurité complète, le temps n'existe plus. Il n'y a que l'attente interminable, la peur et le silence. À un moment donné, Brooke s'endort. L'épuisement finit par l'emporter sur la terreur qu'elle éprouve, parce que son corps et son esprit n'en peuvent simplement plus. Elle sombre alors dans une sorte de sommeil agité, entre conscience et inconscience, jusqu'à ce qu'un bruit la réveille. Un téléphone qui sonne. Alors que la jeune femme ouvre les yeux dans le noir, elle entend une sonnerie insistante, qui résonne quelque part dans la maison. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Le téléphone sonne inlassablement. Mais personne ne décroche. Brooke attend, le cœur battant. La sonnerie retentit encore un moment, puis finalement, le silence retombe. Elle comprend à ce moment-là quelque chose de crucial. Si personne n'a répondu, c'est que la maison est vide. Gary et Timothy sont partis. Elle est seule. Donc c'est maintenant ou jamais. Brooke rassemble alors toutes ses forces, parvient à se mettre à genoux et commence à frapper le couvercle de la boîte avec ses épaules. Elle frappe encore et encore, et même si elle a mal, elle continue, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le choix. C'est probablement sa seule chance de sortir vivante de cette maison. Soudain, elle entend un craquement. Le couvercle bouge, parce que les vis qui tiennent la pièce permettant de le fermer sont en train de céder. Brooke tape donc encore plus fort, jusqu'à ce qu'enfin, la lumière envahisse la boîte. Le couvercle n'a pas résisté. Elle est libre. Brooke sort de la boîte en titubant. Elle est nue, couverte d'ecchymose et épuisée, mais elle doit faire vite et chercher ses vêtements dans la maison. C'est là qu'elle remarque au passage que tout est propre. Le corps de Jeffrey n'est plus là et il n'y a plus aucune trace de sang à l'endroit où il a été abattu. Brooke trouve quelques-uns de ses vêtements, les enfile rapidement, puis elle aperçoit un couteau de boucher sur le plan de travail de la cuisine et le saisit pour avoir une arme, au cas où Gary reviendrait. Brooke se dirige ensuite vers la porte d'entrée et quand elle l'ouvre, un air frais la frappe au visage. Le soleil commence à peine à se lever sur Moss Point. Une fois dehors, elle court aussi vite qu'elle peut vers la maison la plus proche. Elle ne sent plus la douleur, elle ne pense qu'à une chose, trouver de l'aide pour survivre. Juste avant qu'elle n'arrive à la porte d'une voisine de Gary, elle entend une voiture se rapprocher et se cache immédiatement. C'est lui. Gary rentre, puis ressort de chez lui après quelques minutes, avant de repartir en trombe, probablement parce qu'il s'est aperçu que sa captive s'est échappée. Après avoir attendu qu'il soit loin, elle tambourine à la porte de la maison juste à côté.
celle de Debbie Sibb. Elle ouvre et semble instantanément choquée par ce qu'elle voit, à savoir une jeune femme pieds nus et terrorisée, qui hurle qu'il faut appeler la police, un couteau à la main. Il est 6h du mat, elle a les yeux qui collent encore et elle voit ça, la journée commence bien. Sûrement effrayée, la voisine refuse de faire entrer Brooke chez elle, mais elle compose immédiatement le 911, et quelques minutes plus tard, les sirènes retentissent. Des voitures de police arrivent à toute vitesse dans la rue, et les policiers descendent de leur véhicule pour se précipiter vers la victime. Brooke est hystérique et a du mal à se calmer, mais elle leur raconte tout. Les coups de feu, Jeffrey qui s'effondre, la boîte, son agression sexuelle, puis son évasion. Au départ, les policiers sont dubitatifs. Ils ont du mal à croire ce qu'ils entendent et demandent même si la jeune femme n'est pas droguée ou alcoolisée. Sauf qu'elle est là devant eux, traumatisée, blessée, et malgré son état de choc, son témoignage est cohérent. Les forces de l'ordre se dirigent donc immédiatement vers la maison de Gary Simmons. Les policiers commencent par inspecter l'extérieur de la propriété. Et ce qu'ils découvrent semble confirmer le récit de Brooke. À l'arrière de la maison, ils trouvent le fameux bateau. Et à côté, 4 seaux blancs, un baril vert en plastique, une bouteille de Clorox, une brosse, une machette et une hache. Des traces de sang sont visibles sur les 2 derniers objets, ainsi que dans le bateau. Les policiers comprennent immédiatement qu'il y a bel et bien eu un meurtre et qu'au vu de l'emplacement du bayou, qui se trouve juste derrière, c'est là que les restes doivent être. Des bateaux sont donc déployés dessus. Des plongeurs commencent les recherches, et très vite, ils font des découvertes macabres. Les restes de Jeffrey sont éparpillés dans le bayou. Gary pensait que les alligators allaient tout dévorer, sauf que non, visiblement le steak d'humain c'est pas trop leur truc. Ah mais si on peut même plus compter sur les alligators, où va le monde? Au total, les policiers parviennent à récupérer environ 80% du corps de Jeffrey, incluant sa tête. Les résultats de son autopsie révèlent qu'il a reçu 5 balles dans le dos, une dans la poitrine et une sous le bras gauche. Des projectiles qui l'ont tué quasi instantanément. Tandis que les policiers continuent de fouiller le bayou et la maison de Gary, une chasse à l'homme commence. 2 suspects doivent être arrêtés. Gary Simmons et Timothy Milano. Timothy est le plus facile à localiser. Il vit dans un appartement à Pascagoula, une ville voisine. Les autorités s'y rendent dans la matinée du 13 août 1996. Passent les menottes au jeune homme et l'emmènent pour l'interroger. Timothy avoue rapidement. Oui, il a tiré sur Jeffrey. Mais il rejette la responsabilité de la prise de décision sur Gary. C'était son idée. Il l'a forcé et tout organisé. Timothy essaie de minimiser son rôle dans tout ça, mais les faits sont là. Il a tiré 7 balles dans le corps d'un homme de 21 ans. Qui plus est, était son ami. C'est d'ailleurs lui qui avait présenté Jeffrey à Gary. Ce dernier d'ailleurs est introuvable. Il a quitté Moss Point juste après avoir découvert que Brooke avait fracturé la boîte et s'était échappé. Gary a en réalité roulé vers le nord, direction Mobile, dans l'Alabama. C'est à environ 1 heure de route et il a décidé de se rendre chez celle qui est toujours officiellement sa femme, Laurie. Il a fini par découvrir qu'elle vivait là-bas avec leurs 2 filles et ses 2 autres enfants, depuis qu'elle a fui son mari. Et à présent, il est devant sa porte. Mais il vient pas pour lui faire du mal. Il vient pour lui dire au revoir. Gary enregistre ensuite une vidéo pour Laurie et ses filles, dans un centre commercial local. Il parle de manière cryptique et évoque des regrets, sans jamais avouer explicitement ce qu'il a fait. Une fois l'enregistrement terminé, Gary poste la cassette à Laurie, puis il repart. Il retourne vers la côte du Mississippi, mais ne rentre pas chez lui. Il va voir un dénommé Dennis Guess. Ils sont pas particulièrement proches, mais ils se voient de temps en temps. Et ce jour-là, Gary débarque chez lui parce qu'il a besoin de parler. Il déballe tout à Dennis, du meurtre de Jeffrey en passant par le démembrement de son corps, et ce qu'il a fait subir à Brooke avant qu'elle ne s'échappe. L'homme l'écoute vider son sac, abasourdi. Il sait même pas quoi dire. Gary continue de parler, et semble partager entre 3 options. Fuir, sauter la vie, ou se rendre à la police. Dennis essaie alors de le raisonner. Il lui dit que fuir, ça servira à rien, il se fera attraper. Que mettre fin à ses jours, c'est pas la solution non plus. Et que la seule chose à faire, c'est de se rendre. Gary sait pas quoi faire. Il hésite longuement, mais après des heures de discussion, il prend finalement sa décision. Il va se rendre. Le 14 août, soit un jour après l'évasion de Brooke, Gary passe un coup de fil aux enquêteurs pour leur demander de venir le cueillir. Il est ainsi arrêté, sans résistance, et emmené en prison. Ça y est, le cauchemar est terminé pour Brooke. Gary Simmons et Timothy Milano sont derrière les barreaux. Jeffrey a été retrouvé. Et son père, Pascal, qui a sombré dans une profonde dépression depuis l'annonce de son meurtre, pourra au moins l'enterrer. Maintenant commence une autre épreuve, celle de la justice. Et le témoignage de Brooke sera capital.
Après l'arrestation de Gary et Timothy en août 1996, les enquêteurs construisent un dossier qui s'annonce implacable. Dans la maison de Gary, ils ont tout retrouvé, à commencer par la grande boîte métallique, celle-là même où Brooke était enfermé, les couteaux de boucher que Gary utilisait à son travail à la Wayne Lee's Grocery, et un coupe-boulon recouvert de sang séché. Mais ce qui scelle définitivement le sort de Gary, c'est l'ADN. Dans la poubelle de la salle de bain, les enquêteurs ont trouvé un préservatif usagé, dont l'analyse ADN révèle un mélange de 2 profils génétiques, celui de Gary Simmons Jr. et celui de Brooke Weber. En d'autres termes, la preuve que Gary a agressé Brooke est irréfutable. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a le témoignage de Dennis, l'homme à qui il s'est confié après sa fuite. Évidemment, il a absolument tout rapporté aux autorités, donc les procureurs ont de quoi bâtir un dossier béton. Le 11 octobre 1996, Gary Simmons et Timothy Milano sont inculpés par le grand jury du comté de Jackson. 3 chefs d'accusation pèsent sur chacun: meurtre avec circonstances aggravantes, enlèvement et viol. Leurs procès sont séparés. Gary doit être jugé en premier, et il a la ferme intention de plaider non coupable devant la cour du comté de Jackson. Le 21 février 1997, le juge accède à une demande de changement de lieu pour la sélection du jury. Trop de publicité a été faite autour de l'affaire dans le comté. Et résultat, il y a trop de gens qui connaissent Gary. Trop de gens susceptibles de le considérer comme une pourriture. Le jury sera donc sélectionné dans le comté de Lauderdale. Mais le procès se déroulera bien dans le comté de Jackson, avec un jury séquestré pour toute la durée du procès. Les audiences commencent officiellement le 25 août 1997, presque un an jour pour jour après le meurtre de Jeffrey. La défense a une stratégie très simple: rejeter toute la faute sur Timothy, parce que c'est lui le tireur. Ils soutiennent que dans les faits, c'est lui qui a tué Jeffrey, pas Gary, et que ce dernier était juste présent à ce moment-là. Une victime des circonstances, en quelque sorte. Mais l'accusation a un atout majeur: Brooke Weber. Elle entre dans la salle d'audience au 3e jour du procès. Elle a maintenant 19 ans. Et si un an s'est écoulé depuis les faits, elle n'en a pas oublié une seconde. Brooke porte toujours les cicatrices de ses traumatismes, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Et elle tremble de tous ses membres en s'asseyant à la barre. Mais son courage a été plus fort que sa peur d'être confrontée à Gary. Et elle est là. Dans la salle, tous les regards se tournent vers elle. Les jurés, les avocats, les journalistes et Gary, assis à la table de la défense à quelques mètres seulement. Pendant près de 2 heures, Brooke raconte le calvaire qui lui a fait vivre et la façon dont Jeffrey a été abattu. Les avocats de la défense tentent de la déstabiliser, de trouver des incohérences dans son récit et de la faire douter. Mais elle flanche pas. Brooke reste cohérente, calme et surtout crédible, pour une simple et bonne raison. Elle a vécu tout ça. À la fin de son témoignage, plus personne n'a de doute dans la salle d'audience. Cette jeune femme dit la vérité. Une vérité qui est accablante pour Gary. Le 29 août 1997, après 4 jours de procès, le jury se retire pour délibérer. Et quelques heures plus tard, le verdict tombe. Gary est déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Reste maintenant à déterminer la sentence dont il va écoper. Perpétuité ou peine de mort? Pour lui éviter la peine capitale, ses avocats essaient de jouer sur les circonstances atténuantes. Son demi-frère, Milton Dupuis, raconte l'enfance difficile de Gary. Leur beau-père les battait tous les jours, et il protégeait sa mère. Un jour, l'homme a même tiré sur lui. Des amis viennent aussi dire qu'il était un père aimant, et un mari attentionné. Sauf que l'accusation présente ses propres témoins. Laurie Simmons, l'ex-femme de Gary, qui vient à la barre et là, tout bascule. Elle raconte ses 6 ans de mariage cauchemardesque avec Gary. Et pendant son témoignage, plusieurs jurés ont les larmes aux yeux. Se dire à quel point c'est un détraqué. Finalement, il délibère à nouveau et cette fois, le verdict est unanime. Gary Simmons Jr. est condamné à la peine de mort par injection létale pour le meurtre de Jeffrey. En plus de ça, il écope de 2 peines de perpétuité consécutives pour l'enlèvement et le viol de Brooke. Quand le juge prononce la sentence, Gary ne dit rien. Puis il est emmené vers le couloir de la mort du Mississippi State Penitentiary. Timothy Milano est quant à lui jugé en juillet 1998, presque 2 ans après les faits. Le matin du 27 juillet, l'accusation annonce qu'elle abandonne les charges liées à l'agression sexuelle contre Timothy. Pourquoi ? Parce que les preuves sont insuffisantes pour démontrer qu'il y a participé. Timothy a refusé de toucher Brooke quand Gary lui a proposé. Et il n'y a aucune preuve matérielle, ADN ou autre, qui le lie à l'agression sexuelle. Il sera donc jugé uniquement pour meurtre avec circonstances aggravantes et enlèvement. C'est déjà pas mal. Et évidemment, ses avocats rejettent tout sur Gary. C'est lui qui a organisé le meurtre, agressé Brooke, démembré le corps de Jeffrey, blablabla. Bla bla. Le pauvre Timothy, il était juste là, pris au piège, manipulé. Oui, mais l'accusation a un argument de poids.
c'est lui qui a pressé la détente 7 fois pour tuer Jeffrey. Brooke témoigne à nouveau et doit tout dire de ses traumatismes une deuxième fois. Heureusement, elle tient bon. Et quand le jury délibère, le verdict est sans appel. Timothy est déclaré coupable de meurtre avec circonstances aggravantes et d'enlèvement. Cependant, contrairement à Gary, il n'écope pas de la peine de mort et se voit condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre. Plus 30 ans pour l'enlèvement, à purger consécutivement. Il est incarcéré au Central Mississippi Correctional Facility à Pearl, dans le Mississippi, et mourra derrière les barreaux. Une fois les deux procès terminés, Gary est dans le couloir de la mort et Timothy en prison pour le restant de ses jours. Mais pour Brooke, le cauchemar n'est pas vraiment fini. Elle a 19 ans, a survécu à l'horreur absolue et a eu le courage de témoigner 2 fois devant des salles d'audience bondées. Sauf que maintenant, faut vivre avec ça. Les psychiatres lui diagnostiquent rapidement un syndrome de stress post-traumatique. Toutes les nuits, Brooke revoit la scène. Et surtout, la photo de la tête de Jeffrey qu'on lui a montrée pour qu'elle l'identifie. Elle suit une thérapie pendant des années et déménage loin du Mississippi pour mettre de la distance entre elle et cet endroit maudit. Pendant longtemps, elle refuse tout contact avec les médias. Elle veut juste essayer de reprendre une vie normale et tourner la page. Ce qui est presque impossible quand on a vécu ce qu'elle a vécu. Brooke tombe un temps dans la drogue, mais sa résilience lui permet de s'en sortir. Finalement, elle se marie et a des enfants, se reconstruisant pièce par pièce. Mais elle le dit elle-même. Parfois, elle est une survivante et parfois encore une victime. Brooke a refusé de laisser Gary Simmons détruire sa vie. Elle s'est battue, a survécu et en parvenant à témoigner contre lui, elle a gagné. Mais il reste une dernière étape dans cette histoire. Le 20 juin 2012, après plus de 14 ans passés dans le couloir de la mort, Gary va être exécuté. Et Pascal Wolf, le père de Jeffrey, veut le regarder dans les yeux une dernière fois. Depuis sa condamnation en 1997, Gary vit dans une cellule de 7 mètres carrés. Il est enfermé 23 heures par jour et n'a qu'une heure pour se doucher ou faire de l'exercice sous surveillance. Une vie de rêve pour les introvertis. Si on enlève les parties d'attrape-moi si tu peux dans les douches. Les détenus du couloir de la mort aux États-Unis passent leur journée face à des murs de parpaing. Et ils n'ont aucune vue sur l'extérieur, juste du béton, le silence et l'attente. 15 ans durant, Gary a déposé recours sur recours auprès de la Cour suprême du Mississippi, de la Cour suprême des États-Unis ou du gouverneur de l'État. Tous ont été rejetés. Les avocats de Gary ont toutefois tenté une dernière manœuvre pour sauver leur client, arguant qu'il n'a jamais bénéficié d'une évaluation psychiatrique complète. Le 5 juin 2012, la Cour suprême du Mississippi fixe la date d'exécution au 20 juin suivant, mais autorise Gary à passer 2 évaluations psychiatriques. Ses avocats demandent ensuite un délai de 2 semaines pour analyser les résultats et déposer de nouveaux recours. La Cour refuse, à 6 voix contre 2. Le 20 juin, dans l'après-midi, une dernière tentative est faite. Un ultime recours est déposé devant la Cour suprême des États-Unis. Mais il est lui aussi refusé. Le gouverneur Phil Bryant refuse également de stopper l'exécution. Il n'y aura pas de grâce ni de sursis pour Gary. Il va mourir ce soir. Les gardes pénitentiaires qui surveillent sa cellule le décrivent comme étant d'humeur sombre. Il parle pas beaucoup. Le 19 juin, la veille de son exécution, Gary passe un seul coup de fil à son avocat. Et le 20 juin, le jour J, il appelle 2 fois sa sœur, Kathleen Blackmon. Il a refusé les visites pendant presque toute la journée et ne veut voir personne. Tout ce qu'il désire, c'est son dernier repas. Une commande délirante qui va entrer dans l'histoire. Peut-être le repas le plus démentiel jamais demandé par un condamné à mort aux États-Unis. Et c'est pas une blague, écoutez bien. Une pizza de chez Pizza Hut, medium super suprême deep dish, croûte fine si possible, double portion de sauce tomate, champignons, oignons, tranches de jalapenos et pepperoni. Une deuxième pizza, portion normale, avec 3 fromages, olives, poivrons, tomates, ail et saucisses italiennes. 10 paquets de parmesan, 10 pots de sauce ranch, un sac familial de Doritos saveur fromage nacho, 220 g de fromage nacho jalapeno, 110 g de tranches de jalapeno, 2 grands milkshakes à la fraise, 1 litre de coca cerise, une commande super size de frites McDonald's avec ketchup et mayonnaise supplémentaire,
Et enfin, 2 pintes de crème glacée à la fraise. Total de calories dans tout ça, 28 974. Ouais, près de 29 000 calories, soit environ 12 fois l'apport quotidien recommandé pour un homme adulte. Ah, l'état des chiottes après ça. Parce que oui, Gary mange au moins la moitié de ce festin. Et les gardes rapportent que vers 16h45, il semble légèrement plus enjoué. Il continue de manger encore et encore. Moins de 2 heures avant son exécution, il est toujours en train de se goinfrer. Gary refuse de se doucher et de prendre un sédatif. Il veut rester conscient jusqu'au bout. À 18h, l'heure approche. Gary est escorté vers la chambre d'exécution. Dans la salle des témoins, 2 groupes sont séparés par une vitre. D'un côté, la famille de Gary. Sa sœur, Belinda Simmons, est venue. De l'autre côté, la famille de Jeffrey. Pascal Wolf, le père de celui qui l'a tué, attend ce moment depuis 16 ans. À ses côtés, Linda, son épouse et belle-mère de la victime. Gary est allongé sur une civière, sanglé, les bras tendus sur le côté, attaché à des planches. Et quand il prononce ces derniers mots, il n'y en a pas pour Jeffrey, ni pour Brooke. Pas d'excuses, pas de remords, pas de regrets. À 18h16, les produits létaux commencent à circuler dans les veines de Gary. Et très peu de temps après, il est déclaré mort à 49 ans. Gary est le 6e détenu exécuté au Mississippi en 2012. C'est le plus grand nombre d'exécutions en une seule année depuis 1956, quand 8 condamnés avaient été exécutés. Gary est la 21e exécution aux États-Unis cette année-là. Mais il n'y aura pas de mémorial pour lui. Pas de pierre tombale avec son nom. Pas de plaque commémorative. Gary disparaît dans l'histoire comme il le mérite. Mais les autres protagonistes de cette affaire, eux, continuent de vivre. Timothy Milano, 48 ans aujourd'hui, purge toujours sa peine de perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle au Central Mississippi Correctional Facility à Pearl. En 2025, Brooke Weber a 47 ans. Et le 13 août 1996, elle a vécu un cauchemar et a fait le choix de la vie. Voilà, n'oublie pas de t'abonner à CyberGhost en cliquant sur le lien en description pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs et tout ça sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. On est donc à la fin de cette affaire de mi-survie, mi-meurtre. Bon, ça reste mieux que juste meurtre. Si t'es arrivé jusqu'au bout, écris boîte en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si t'as aimé que je te la raconte. Merci de m'avoir regardé, je te dis à très vite. Bye.